En opération, on sait que le temps, c'est pas de l'argent. Hein. Le temps, c'est du temps. Quand on doit faire 3 fois une expérience sur un insecte qui a un cycle de 3 mois, ça prend 9 mois. Vos finances, si on n'a pas relevé dans 6 mois, il n'y a plus de cash sur le compte, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut toujours prendre en compte qu'il n'y a pas que les opérations, que la finance ou que le commercial qui compte. Quoi. Il y a une vraie danse et une vraie discussion entre les 3 pôles-là qui est constante. Quoi. Réussir à structurer ces échanges-là en même temps que la boîte, elle fait de l'hypercroissance, en même temps que tout ça, je pense que l'hypercroissance, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Enfin, pour des startups industrielles, arrêtez de penser que parce qu'on injecte plus d'argent, ça va aller plus vite. Le nombre de fois où j'ai eu la question ouais, mais si je te donne 3 fois plus de fonds, qu'est-ce que tu fais demain ? Rien de plus. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour Antonin. Tu fais partie des 4 cofondateurs d'Insect. Insect, on a entendu beaucoup parler ces derniers mois. Tout à fait. Donc maintenant, l'entreprise s'est complètement arrêtée. C'est Insect, l'une des plus grosses levées de fonds des startups industrielles des années 2010. Une belle capacité à lever des fonds et à développer un certain nombre d'usines et en même temps un échec fracassant. Faire l'autopsie de l'entreprise Insect, c'est intéressant pour tous ceux et toutes celles qui créent des startups industrielles aujourd'hui. Il y en a beaucoup dans le portefeuille Asterion. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les grands moments, les temps forts d'Insect, et puis peut-être qu'est-ce que tu en as appris. Sachant que pour commencer, toi, tu as occupé différents rôles, je crois président, DG... Ouais, tout à directeur d'usine. Peut-être tu peux revenir là-dessus, sur la genèse et puis sur les différentes fonctions que tu as occupées. Oui, bien sûr. Déjà, merci de l'invitation. Puis je suis ravi de pouvoir disséquer ça avec toi, là, qu'on aille voir un peu ce qu'on peut en tirer et ce qu'on a vécu. Quoi. Ouais, c'est l'une des premières fois, je crois, que l'un des cofondateurs je pense. J'espère pas la dernière. Ça serait bien de faire ce genre de format avec tout le monde. Je pense que ce serait hyper intéressant. Moi, donc, dans les 4 fondateurs, j'étais vraiment l'entrepreneur industriel, quoi. J'ai toujours eu des démotions. C'est-à-dire, j'ai commencé président, après je fais directeur général, après chief ops, après directeur de site, après je fais de l'impact du marketing, de la com. Enfin, voilà. J'étais un peu le manager de transition interne, quoi, on va dire. Une autre manière de le dire, c'est que je suis toujours resté près du sol, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'usine, le shop floor, comment on fabrique, comment on fait. Et c'est ça que j'ai travaillé vraiment à Insect, donc depuis la paillasse de R&D jusqu'au lancement du grand vaisseau d'Amiens, quoi. Revenons sur la genèse. Comment ça démarre Insect ? Alors Insect, ça démarre d'une bande de copains, donc ma bande de copains du lycée, où on se lance. On veut faire un restaurant d'insectes. C'était vraiment ça l'origine. Donc on a 25 ans, quoi. Et très rapidement, on se rend compte qu'on n'a pas envie d'être restaurateur et qu'on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas d'insectes à mettre dans l'assiette de notre restaurant. Le restaurant d'insectes, au départ, c'est une blague, c'est pour répondre à la crise écologique. C'est quoi la motivation ? C'est un mélange de tout ça. C'est l'époque où on est tout le temps dans les bars en tant qu'étudiant. C'est l'époque où on aime bien les expériences, les trucs qui sont rigolos, tout ça. Et en fait, on creuse, ça gratte et il y a la problématique environnementale qui arrive tout de suite. Il y a le fait que en fait, ça fait énormément de sens. Le fait qu'au même moment, on commence à avoir les premiers rapports du GIEC qui disent qu'on va être dans les 10 milliards au tournant 2050, comment on nourrit la planète. Sans même parler des problématiques tout de suite d'émissions de CO2 ou de dérèglement climatique. Il y avait déjà ça qui était très présent au moment où on commence le pitch, en fait. Et pourquoi l'insecte apparaît comme une solution évidente et pas les légumineuses ou Ouais, alors ça vient d'un rapport de la FAO. C'était celui-là qui avait été un petit peu le précurseur, quoi, qui avait dit que les insectes étaient mangés par beaucoup de cultures dans le monde, dont la nôtre. Hein. D'ailleurs, si on remonte un petit peu dans l'ancien temps, on mangeait des insectes en France, quoi. Ah oui, en et France. Qu'on l'avait oublié au tournant agroalimentaire d'après la Seconde Guerre mondiale. Et on avait retrouvé même des restaurants étoilés du début du XXe siècle qui avaient à leur carte des brochettes de hanneton au miel. C'était pas du tout le facteur yerk qu'on a pu avoir après. Oui, après tout, on mange des escargots et ça dégoûte des grenouilles, tout à fait. Les sculptures. Voilà, et il y a 2 paires de pattes de plus aux crevettes, quoi. Voilà. Et donc, vous
lancez sur les insectes? On se lance sur les insectes. Très rapidement, on comprend en fait qu'on a besoin d'une dimension industrielle. C'est-à-dire que je me souviens au tout début de la boîte avoir dessiné sous SketchUp ce qui plus tard serait l'usine d'Amiens. Il y avait déjà ce fonctionnement en ferme verticale avec des usines à côté, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui a été là très rapidement et dès le début en fait. C'est-à-dire que pour qu'on puisse exister sur le marché agroalimentaire, on s'est très vite rendu compte que c'était une question de volume et de qualité. Mais de volume. Pour fixer les idées, une référence agroalimentaire, quel que soit le marché, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, on parle tout de suite en milliers de tonnes annuelles. Et avec l'enjeu d'atteindre une certaine densité de protéines pour l'alimentation à la fois animale ou humaine? Oui, alors c'est pas qu'une densité de protéines, c'est un peu plus complexe que ça. On va parler d'acides aminés, on va parler de profil d'acides aminés, on va parler de digestibilité, on va parler de prix, évidemment. Il y a tout un ensemble en fait de facteurs qui sont très bien maîtrisés parce qu'on est sur un marché de commodité. Donc on a typiquement des laboratoires indépendants qui sont capables de prendre le produit, de l'analyser et presque de nous sortir un prix de marché dans la foulée, quoi. Donc c'est très structuré en fait, ce marché. Donc on est en 2011, on est en 2026, donc 15 ans plus tard. On va revenir sur la genèse, mais aujourd'hui, le marché de l'alimentation à base d'insectes, il a explosé au-delà de l'échec Insect. Comment est-ce que tu vois le marché aujourd'hui? Alors, dans tous les cas, il a explosé. Ouais. Oui, il est aussi gros que prévu ou en fait, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de chiffres structurés dans le sens où, pour l'instant, on n'a pas d'usine qui sort vraiment des volumes, etc., et qui permet de structurer ça avec un benchmark, etc. Il y a des projets qui commencent à fonctionner. Il y a des projets qui grossissent, qui se donnent de l'ambition, etc. Mais il n'y a pas encore un acteur qui a réussi à réaliser l'ambition qu'on avait, qui est d'avoir plusieurs dizaines, voire centaines d'unités à travers le monde qui tournent. D'accord. Bon, on revient sur la genèse. Donc, vous êtes tous les quatre. C'est quoi la première chose que vous faites? Vous faites un deck, un business plan, vous en parlez à des investisseurs. À quel moment vous passez de la blague entre étudiants à on crée une boîte, on incorpore et on se lance? Eh ben, assez rapidement. Moi, je quitte mon travail de l'époque quasi dans la foulée. Donc, je suis le premier à être à 100%. Les autres m'ont rejoint petit à petit. Et on s'était donné comme objectif de décrocher un projet de recherche. Parce que la science n'existait pas à l'époque sur notre sujet en zoologie. De rentrer à Agoranov, qui était l'incubateur dont on rêvait. Donc, je salue Aurore si elle nous regarde, notre chargée d'affaires. Et de gagner un premier concours qui sont un peu les diplômes d'une start-up au démarrage, quoi. Et là, c'était le concours Agronutrice dans l'agroalimentaire, quoi, qui était un peu la référence de l'époque, et c'est ce qu'on a fait. Oui, puis il faut se replacer dans l'époque de 2011. Donc, un démarrage très classique. Où la vogue de l'entrepreneuriat n'en était pas là où elle est aujourd'hui. Oui, on était pré-Startup Nation, quoi. Pré-Startup Nation, et sur les startups industrielles, vous étiez tout seul, presque. Ah bah la toute première levée de fonds qu'on a fait d'1 million, elle était quasi inédite à l'époque. Ouais. Et donc cette première levée de fonds, elle arrive au bout de combien de temps? Elle est arrivée assez rapidement. Alors, vous demanderez à ChatGPT les dates exactes. Mais pour moi, c'était 2 ans après le démarrage à peu près, donc c'était 2013. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même 2 ans pendant lesquels vous faites quoi? Donc, tu dis de la recherche. Ouais, de la recherche. En fait, on a fonctionné sur les pré-scientipo et puis les différents concours qu'on a gagnés. On en a gagné beaucoup au démarrage, qui nous ont aidés à acheter les premiers ordis, à faire les premières expériences, à aller sortir notre premier produit en vrai dans les halles techniques de l'agro à Massy-Palaiseau. Ça, c'était moi qui étais sur la ligne. Enfin, voilà, c'était vraiment ce démarrage-là, Agoranov, encore une fois, qui est gratuit pour les startups au démarrage. C'est quand même. Et les premiers investisseurs, c'est qui alors? C'est bien, quoi. Les premiers investisseurs, c'est Emertech et Demeter, qui ont cru au projet, qui ont cru aux ingrédients qu'on sortait et puis à l'ambition industrielle qu'on avait. Et c'est avec eux qu'on démarre. On a eu aussi une petite histoire un peu intéressante entre le crowdfunding et les investisseurs au démarrage. Où je pense qu'on a tracté de l'intérêt sur notre sujet qui faisait marrer tout le monde à l'époque, très clairement,
grâce à un crowdfunding qui ensuite, on a eu la chance d'avoir les fonds et on savait qu'on avait besoin de beaucoup de capital pour une entreprise industrielle. Et on a préféré avoir des fonds qui pouvaient déjà remettre au pot si besoin, et on savait qu'il y aurait besoin, et aller chercher des amis dans la foulée, quoi. Donc il y a eu toute une histoire au début qui est assez édifiante et assez chouette à vivre, pour le dire. Rappelle-nous les 4 cofondateurs, quel est le rôle de chacun à ce moment-là? Alors, dans les 4 cofondateurs, on a toujours bien discuté entre nous. On a des bons process, en fait, de discussion réguliers, où on se disait nos tops, nos flops, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, c'est quoi le titre que je veux. Enfin, on avait tout plein de questions qu'on se répétait à chaque fois comme ça. C'est vraiment très utile. Vous arriviez à le faire seul ou vous aviez des médiateurs qui vous aidaient à... J'ai toujours l'Excel. S'il intéresse des gens, je peux le renvoyer. On avait quelques mentors, mais qu'on n'a pas trop utilisés. Et après, on était bien entouré au niveau de l'incubateur. Où quand on se posait des questions, en fait, on avait une sorte de budget de l'incubateur pour pouvoir aussi embaucher des gens, venir nous aider. Ça, c'était vachement bien. Et donc on a toujours le rôle des 4, du coup, les rôles des 4. Oui, donc le rôle des 4, Antoine était au début le directeur de la recherche et très rapidement il est devenu président. Donc président en charge, on va dire, de la relation avec les investisseurs, avec les clients au démarrage avant qu'on ait notre directeur commercial. Il y avait Fabrice qui lui a vraiment pris la R&D. Au début plutôt strat, puis après R&D. Et donc Fabrice Béraud et Alexis Angot qui lui était vraiment sur le secrétariat général, donc à la fois CFO, classique, mais aussi toutes les problématiques RH, de compta, de tout ça. Et celui qui a porté les levées de fonds successives et qui parlait au fond, c'était plutôt Antoine. Donc c'était Antoine et Alexis. Qui travaillait vraiment en duo là-dessus. En tout cas, pour les premières levées de fonds, les toutes dernières, Alexis est parti du projet un petit peu avant les années 2020. Là, il n'y avait plus qu'Antoine. Donc, c'est toi qui es à la manœuvre pour créer et diriger la première usine. Oui, c'est que j'ai pas expliqué mon rôle. Ouais. Moi, mon rôle, du coup, ça a toujours été l'opération, la technique. Donc, transformer les idées de la R&D et les besoins des clients en une solution qui marche, quoi. Et donc, là, on est en quelle année quand tu crées la première usine? Donc, la première usine, donc ça s'est fait avec finalement la deuxième levée de fonds. La première était vraiment dédiée plutôt à la R&D. Donc, c'est l'installation à Agoranov, au Génopôle, avec notre pôle de R&D qui a employé jusqu'à, je pense pas me tromper, 50 ou 60 personnes, sur un total de 400 au maximum, quoi. Donc, ça arrivait après ça. Et ça a été une levée de fonds pour créer donc, notre pilote, donc, qui est une usine à Dole. Donc, un budget... j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est sur un ordre d'investissement de la dizaine de millions d'euros. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc ça a été... Donc là, on est en 2014-2015. La construction, c'est l'année 2015. Et la mise en eau du pilote, c'est 2016. Et moi, à ce moment-là, donc toujours avec ma volonté d'être près du terrain, quoi, de vraiment comprendre ce qui se passe, j'ai fait la supervision à la fois de la construction, la création puis l'embauche d'un directeur ingénierie, et puis la mise en eau du site et la première année de démarrage, quoi. Comment vous décidez que c'est toi qui va prendre ça en main, la première usine? Est-ce que c'était clair pour les 4 dès le début ou est-ce que ça s'est fait progressivement? J'ai envie de dire que j'ai pas trop laissé le choix. Non, c'était une évidence que j'y allais, en fait. Okay. J'ai fait un vrai tour de France de tous les contacts que j'ai pu trouver dans mon réseau de directeurs d'usine, que j'ai été voir, que je me suis assis avec eux, j'ai visité leur usine, je leur ai dit bon, je suis en train de construire une usine, j'ai concrètement jamais fait ça. Comment on fait, c'est quoi ce qu'il faut que je regarde au niveau technique, au niveau humain, au niveau financier, au moment de la construction, après la construction, qu'est-ce qui est intéressant en maintenance, qu'est-ce qu'il faut regarder comme objet, qu'est-ce qui va être facile, pas facile. En fait, c'est un monde passionnant, l'usine. Et il y a beaucoup de savoir-faire à maîtriser finalement en peu de temps.
Et un des directeurs avec lesquels je fais une visite d'usine, quelques mois après, c'est lui que j'embauche en directeur de l'ingénierie pour m'aider à monter le projet. Il fait quoi à ce moment-là, lui ? Il est directeur d'une usine dans le nord de la France. Dans quelle industrie ? Dans la fermentation. Donc des grosses, faut imaginer des grosses marmites qui font bouillonner des bactéries qu'ensuite on sèche et on transforme en produit. Et est-ce que c'était pas trop te demander de créer une usine ex nihilo, sachant que tu l'avais jamais fait ? Il y a toujours un côté où quand on est ingénieur, on se dit qu'on sait tout faire. Non, je pense que après moi, ce que j'amenais, c'était un cerveau bien fait et puis une énergie débordante là-dessus. Donc je pense qu'il y a besoin de cette énergie entrepreneuriale pour envisager de faire des projets comme ça. Et je pense aussi que c'est ce qui est venu chercher nos investisseurs, c'était qu'on avait une équipe de 4 qui était très solide, très complémentaire. Et c'était la force du projet pour moi dans ces années-là, très, très, très clairement. Et après, il faut s'entourer. C'est-à-dire que pour moi, le job de l'entrepreneur, c'est de créer des équipes et d'aller chercher meilleur que soi. Et enfin, moi, c'est ce que je disais toujours aux équipes. Le meilleur truc qui peut vous arriver, c'est de vous virer et d'embaucher quelqu'un de meilleur à votre place, quoi. Et c'est ce que j'ai tout le temps fait à Insect. Parce que faut savoir rester humble et rester à sa place. Dans le sens, c'est trop facile quand on a une position de fondateur de penser qu'on peut tout faire alors que on n'a pas la science infuse. Raconte-nous donc la construction de cette première usine, ça se passe comme prévu, ça prend plus de temps? Ça prend toujours plus de temps, c'est de la construction. Voilà, depuis la fin d'Insect, je suis devenu charpentier, donc je vois bien ce que c'est qu'un chantier de construction, enfin entre autres. Et ça a pris le temps que ça a pris, ça a pas trop dérapé. On était dans des délais raisonnables et attendus, on va dire, pour une construction d'usine de ce type-là. Le démarrage, c'était dur, c'était très très dur. Parce que c'est une usine dans laquelle il n'y a personne qui a démarré une usine de ce type-là avant. Donc il y a tout à découvrir, il y a tout à comprendre, il y a tout à se dire aussi. Ah oui, ça, on l'a monté à l'envers, peut-être faut le démonter et le remonter dans l'autre sens. Enfin, c'est des choses très 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 terre à terre, mais qui prennent le temps qu'elles prennent, quoi. Et là, là, on est vraiment dans l'innovation dure, quoi. Et là, l'input et l'output, c'est quoi? Alors, de l'usine? L'input et l'output de l'usine, enfin physiquement. Ouais. On rentre du son de blé principalement. Donc le son de blé, c'est toute l'enveloppe qu'il y a autour du grain, dans lequel on va ajouter notre poudre de perlimpinpin, histoire d'avoir une recette qui est optimale en termes de nutrition de nos insectes et de coût de la recette. C'est notre KPI principal sur une usine, c'est celui-là. Et en sortie, en fait, on a au début, on avait la protéine. Très rapidement, on a compris que le gras était génial. Et ensuite, derrière, on s'est dit, mais en fait, les déjections des insectes, c'est de l'engrais. Ça, c'était une belle surprise du chemin. Parce qu'au début, on n'avait pas pensé que les déjections de notre insecte seraient aussi intéressantes d'un point de vue engrais. Donc ça, c'était l'upside, la licorne sur le chemin qu'on n'avait pas vu, quoi. Et donc, à la fin, on avait 3 produits, donc 3 gammes. Une gamme pour les plantes et puis une gamme plus pour les animaux au début, parce que quand on commence l'usine, il n'y a que chien et chat qui est ouvert comme marché. Et les humains, je crois que c'est depuis 2021 maintenant que le marché est ouvert. La levée suivante, qui est assez énorme, je crois que c'est plus de 100 millions, elle arrive assez rapidement après cette première usine. Vous avez suffisamment de data pour réussir à faire cette levée de fonds? Comment vous faites pour passer d'une levée de 10 à une levée de 100? Et est-ce que c'est pas à ce moment-là que les premiers problèmes se créent? Ouais, alors bon, là je fais un petit disclaimer parce que c'est toujours facile d'analyser après. Mais ouais, je pense que là, quand on démarre, on a une histoire qui tient la route, on a une histoire qui lève des fonds. On a du sens, on a un produit qui est top, on a de très bons retours clients là-dessus, qui attendent qu'une seule chose, c'est que le produit qu'ils ont vu en sachet de 1 kg, on sache le sortir en big bag de 4 tonnes. Sur les 3 gammes. Voilà, sur les 3 gammes, ouais, tout à fait. Et là, on a une question de... il faut augmenter les volumes de manière très significative, ne serait-ce que ce qui veut exister sur le marché. Pour avoir un ordre d'idée, cette usine, elle est capable de sortir quelle quantité chaque année? Là, on est sur de l'ordre de 100 000 tonnes, quoi.
Donc c'est très gros. Enfin, c'est l'usine de Dole. Non, pas l'usine de Dole. L'usine de Dole, elle sort combien? L'usine de Dole, on est plutôt sur l'ordre de la centaine de tonnes en sortie et du millier de tonnes en entrée. Dans nos plans les plus fous, si tout volait, on aurait été sur du 1000 tonnes en sortie. Voilà, ça c'était dans ces eaux-là, en tout cas, qu'on joue sur Insight. Et donc à ce moment-là, sur Amiens, c'est 100 fois plus, quoi. Vous savez que pour exister sur ce marché, il faut faire x100. Voilà, c'est x50 à x100, mais c'est l'ordre d'idée. En tout cas, l'ordre de grandeur, c'est bien 2 ordres de grandeur. Et donc, comment vous interagissez à ce moment-là avec Antoine, qui parle aux investisseurs, et toi qui es sur le terrain et qui voit peut-être le temps qu'il va falloir pour réussir à le faire à l'échelle? Là, on a un petit peu, je pense, la relation classique de l'opérationnel qui veut que ça marche et qui a besoin de temps versus le financier qui veut que ça soit rentable et qui veut que ça aille vite, quoi. Donc, il y a clairement ce débat. Alors, je pense que c'est plus complexe que de réduire ça à une discussion entre Antoine et moi. Autour de la table, il y a toute l'équipe. À ce moment-là, on est déjà une centaine. Il y a tous les investisseurs, il y a le board, il y a les clients. Quand tu dis autour de la table, très concrètement, toi, t'es à Dole à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, ouais, je suis 100% à Dole. Et donc, quand tu dis autour de la table, ça veut dire que tu reviens pour les boards. C'est quoi la table, concrètement? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt le board qui vient à Dole. Voilà, une petite salle qui a vu passer pas mal de boards et de belles réunions. Ouais, moi je suis très pris, je suis très dans le dur, quoi. Ouais, enfin la question que tu me poses, c'est est-ce que j'ai eu c'est la question que je me pose, pardon. Est-ce que j'ai eu assez de temps à ce moment-là pour être parfaitement clair, avoir tout le temps du monde pour réfléchir aux décisions qu'on prend, etc. Sans doute, mais est-ce que j'aurais venu en avoir plus? Oui. Non, je me demande, que pour reprendre la métaphore de la table, même si elle est très concrète, il y a un board tous les 2 mois. Comment il y a des discussions entre associés en marge des boards. Est-ce que cette feedback loop en fait de l'usine à la stratégie, elle existe, ou est-ce qu'elle est défaillante? Alors, elle n'est pas parfaite, ça c'est sûr. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est en train d'apprendre le métier. Il y a plein de... Par exemple, truc tout bête, c'est les KPI de l'usine. Ça a été un travail évolutif tout au long d'Insect, quoi. Parce que, en fait, on apprend notre métier. Je prends un truc tout simple. C'est un moment en R&D, on a compris que on pouvait, avec la taille des insectes, déceler le sexage des insectes. Ce qui permettait de savoir si notre production pouvait devenir vachement plus efficace ou pas. Ça, au début, on ne le sait pas, quoi. Donc, du coup, le type de KPI très, très, très simple, en fait, des fois, ça apparaît. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une vision, enfin, pas de vision, puis d'un coup, on a de la vision, puis on se dit, oh là là, il y a moyen d'améliorer, etc. Enfin, mais à chaque fois que tu découvres un insight comme ça, tu le partages, ça impacte la stratégie. Ça impacte le design, déjà, sans parler de la stratégie. Ça impacte comment on va faire nos opérations, comment ça change le process book. Ce qu'on appelle le process book, en fait, c'est un espèce de document très large dans lequel on va tout intégrer comment fonctionne l'usine. C'est-à-dire qu'avec un process book bien fait, une équipe qui n'y connaît rien est censée pouvoir reconstruire l'usine. Donc les décisions autour de ce process book, elles n'ont pas arrêté d'évoluer. Et au moment où on prend la décision de partir sur une farm, on sait que le process book, c'est pas le définitif, quoi. Ça, c'est quelque chose de dessus. On sait que, par exemple, s'il y avait eu une deuxième usine après Amiens, une deuxième grosse usine, j'entends, le process book n'aurait pas du tout été le même. Parce qu'on sait qu'on aurait avancé, on aurait compris, on aurait fait des choses. Donc toi, tu es à Dole, tu écris le process book à mesure que tu découvres des choses. Tout à fait. Et tu te rends compte au fur et à mesure qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. Est-ce que tu sais ce que tu ne sais pas? Voilà, c'est ça. Il y a toujours le côté on sait qu'on sait qu'on sait pas, on sait pas qu'on sait, et puis on sait pas qu'on sait pas, quoi. Et clairement, les sait pas qu'on sait pas, on le sait pas. Je sais pas que je sais pas, mais il y en a plein. Ça, je suis certain qu'il y a des choses que je vois pas encore.
Mais c'est facile à dire a posteriori, hein, Bien sûr. mais à ce moment-là, tu te rends compte, vu que tu découvres tellement de choses au fur et à mesure, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, la quantité de choses que tu ne sais pas est tellement importante que tu vas avoir besoin de plus de temps d'expérimentation pour... Oui, alors en opération, on sait que le temps, c'est pas de l'argent. Hein. Le temps, c'est du temps. Enfin, vraiment, quand on doit faire 3 fois une expérience sur un insecte qui a un cycle de 3 mois, ça prend 9 mois. Parce que pour lancer celle d'après, il faut qu'on ait les résultats de celle d'avant, quoi. Des choses comme ça, c'est très compliqué à expliquer que on va perdre 1 an, hein, juste à faire 3 fois l'expérience pour être sûr que les résultats qu'on a eu au début, c'était pas un coup de bol. Ça, c'est très dur à porter dans un environnement d'hypercroissance. C'est une des choses, moi, pour lequel, quand je me pose la question, s'il y avait une chose que je changeais dans l'histoire, etc., c'est 3 ans de plus sur Insight avant de faire Amiens, quoi. Clairement. Ouais. Sur Insight, qui est Insight, pardon, qui est le pilote, le pilote de Dole. Ouais. Mais bon, ça, c'est l'opérateur qui parle. Quand j'entendais Antoine qui me disait, niveau finance, si on n'a pas relevé dans 6 mois, il n'y a plus de cash sur le compte, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il y a toujours... faut toujours prendre en compte qu'il n'y a pas que les opérations, que la finance ou que le commercial qui compte, quoi. Il y a une vraie danse et une vraie discussion entre les 3 pôles-là qui est constante, quoi. Et cette danse et cette discussion, j'y reviens, mais elle a lieu à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Vous arrivez quand même à avoir ces échanges. Ah bien sûr, ouais. bien sûr. Et c'est aussi tout un côté de... justement, et c'est ça qui est pour moi, le sel de la décision stratégique, c'est que c'est pas une décision de bon sens. Il n'y a pas une décision évidente, quoi. Et quand on arrive à des points comme ça, durs, il y a forcément une décision qui plaît à personne, entre guillemets, mais on doit bien avancer et faire quelque chose. Et ça c'est là où on fait de la stratégie, quoi. Il y avait des leviers à l'époque pour financer ces 3 ans? Ces 3 ans supplémentaires qui vous auraient permis... Qu'est-ce que tu entends par levier? Est-ce qu'il y avait d'autres mécanismes de financement? Est-ce que retourner voir les investisseurs historiques en leur disant là, on augmente considérablement la probabilité d'opérer un passage de l'échelle si on se donne 2 ans de plus? Est-ce que vous avez envisagé ce scénario-là? Est-ce que vous l'avez défendu auprès des investisseurs historiques? Parce qu'en t'écoutant, on a l'impression que... Est-ce qu'on l'a défendu? Il n'y avait pas d'autre option. Je pense qu'on a parlé de tout. Je pense qu'en termes de levier de financement, je pense qu'on a été chercher tout ce qui était possible d'aller chercher, hein, que ça soit en subvention, chez des clients, etc. Tout ça, il n'y avait pas de piste qui était négligée a priori, quoi. Vu l'ampleur des besoins qu'on avait, fallait qu'on y aille, quoi. Est-ce qu'ensuite, en tout cas, c'est pas le choix qu'on a fait, quoi. On n'a pas choisi de se dire on attend, et il y avait une opportunité. Il y avait aussi toute une histoire de momentum et d'histoire, où des fois on peut se faire aspirer par un peu une stratégie d'hypercroissance, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi à mon échelle avec les projets qui viennent me voir là pour qu'on discute de leur strat. Il y a un côté des fois, comment je peux expliquer qu'il faudrait que je sois patient, sachant que si je suis trop patient, le projet s'arrête. C'est pas simple, hein. C'est pas simple de réussir à déceler le bon tempo, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'à cette époque-là, il y avait un peu une illusion d'optique qu'un développement, qu'un scale-up industriel pouvait aller aussi vite qu'un scale-up web. C'est-à-dire de dire, oui, bon, c'est un scale-up industriel, on va rajouter 2 ans. C'est pas 3 ans, c'est 5. Là où, aujourd'hui, je me dis, en fait, on était peut-être plus sur un scale-up de pharma en 15 ans, quoi. C'est aussi, il faut se replacer dans l'époque, c'est juste après l'élection de Macron, peut-être, à ce moment-là? Ouais, tout à fait, c'est quasi concomitant, quoi. Le narratif de la décarbonation industrielle, il commence à monter. Tout à fait. Là, c'est même 1 ou 2 ans après, on crée le premier département impact, je crois, d'une start-up. J'étais premier directeur impact un peu du coin. On fait notre compta en carbone. On a été assez loin là-dessus. C'était vachement intéressant. Et alors,
raconte-nous le passage de Dole à Amiens. Et toi, quel rôle tu as? Et est-ce que tu es pris d'un vertige quand vous commencez à construire les murs de l'usine d'Amiens? Alors, donc là, c'est vraiment mon expérience personnelle. Donc moi, clairement, il faut se mettre dans la position où je sors d'un vrai tunnel de démarrage de l'usine, quoi, où il y a eu quelques semaines à 18 heures par jour, quoi. Enfin, voilà, c'est très, très impliquant, quoi. J'habite à Dole. Voilà, je déménageais. Très rapidement, se pose la question de comment on passe à l'échelle d'après, quoi, et où on parlait de scale-up à x50, x100, ce qui est énorme en termes d'industrie. Un industriel classique, il commence à avoir des sueurs froides quand on lui dit x5, x10, quoi. Donc, x50, x100, c'est l'ambition, quoi. Là, il y a des gens autour de vous qui disent vous faites n'importe quoi, ça va, vous allez dans le mur. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il y en a toujours. Ouais. Il y a toujours des gens qui croient pas, qui comprennent pas, etc. Est-ce qu'il y a des advisors bienveillants depuis le début qui vous alertent? Pas vraiment. Enfin, j'ai pas de... Non, parce que ça reste solide. Il y a un côté où on ne voit pas forcément... encore tout ce qui pourrait arriver de plus. Il y a des solutions. Alors, on commence déjà à avoir aussi des biais, ça on peut en reparler sur un peu les biais de confirmation quand on commence à faire une technique et on se dit qu'on peut pas switcher sur une autre technique. Ça, c'est dans l'industrie, il y a souvent ça. Mais non, est-ce qu'il y a des fausses? Non. Encore une fois, moi personnellement, je me dis que là, du haut de mes 28 ans, je crois, à l'époque, je me dis, là, c'est une dimension de projet qu'il me faut des renforts et c'est certainement pas moi qui vais piloter ça parce que ça me dépasse, en fait. Piloter la création d'une usine qui fait plusieurs hectares, faut l'avoir déjà fait, surtout quand, en plus, c'est une usine innovante, quoi. Donc l'advisor Donc là, on se structure... beaucoup plus largement quand on fait le switch on est sur le pilote à 25-30 et là on switch sur Amiens et on passe à une structure où on est plusieurs centaines de personnes dans l'INSEC, quoi. C'est ça c'est le moment de l'hypercroissance, en fait, et où c'est une hypercroissance qui est pas on n'est pas en train de faire des clones d'une même petite équipe de 3, quoi. À un moment, je crois que je m'étais amusé à faire le compte, il devait y avoir 250 métiers dans une équipe de 400, quoi. Donc il y avait pas mal de métiers qui n'étaient pas doublés, quoi. Il y avait une seule personne qui gérait le métier, pour imaginer à quel point c'est compliqué de faire de l'hypercroissance en industrie, quoi. Et la personne qui crée et dirige l'usine d'Amiens, tu peux peut-être citer son nom? Alors, il y a vraiment un directeur d'usine, mais qui là est vraiment le directeur d'usine, le même poste que j'avais à Dole. Et après, on avait décidé de faire une structuration, en fait, à deux têtes. Il y avait un directeur industriel qui était plus spécialisé du développement, c'est-à-dire pas juste l'usine qui sont construites, mais toutes celles qui sont à venir. Parce que là, du coup, on rentre dans une planification. On avait en tête de construire plusieurs dizaines d'usines dans la foulée, quoi. Et un directeur qui est vraiment un directeur des opérations, c'est-à-dire du day-to-day, de comment on structure l'équipe, comment on structure la production, comment on structure toute la chaîne logistique, etc. Donc ça, c'était vraiment Et il y avait largement de quoi occuper deux personnes. C'est toi qui allais chercher les deux personnes? Moi, j'ai été chercher les personnes au niveau de l'ingénierie. Après, pour ces deux personnes-là, non, c'était plus collégial entre le board. Enfin, j'ai fait participer au recrutement, mais entre le board et les opérations. Mais ils font partie du projet qui est vendu aux investisseurs qui arrivent sur la série B et tout à fait. qui injectent plus de 100 millions dans l'entreprise. Tout à fait. Alors après, est-ce qu'ils sont arrivés juste avant, juste après, je ne sais pas, mais ça faisait partie de ça. Ça n'avait pas de sens sans le développement vers Amiens. Et à quel moment apparaissent les premiers craquements, selon toi? C'est avant Amiens ou dès les débuts d'Amiens, toi tu te dis oulala, ça va mal se passer? Alors, ce qui je pense, a très vite alourdi le projet sur Amiens, c'est justement le fait d'avoir un process book qui est très mou, qui est très peu figé.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a un process book qui, je ne sais pas, de toute façon, c'est arrivé. Hein. Je prends l'exemple, 6 mois après la première fois qu'on a réuni les ingénieurs autour de la table pour commencer à faire les plans d'une farm qu'on allait construire, il y a des nouveaux résultats qui sortent de la R&D et du pilote. Résultats qui modifient, c'est le but de la R&D et du pilote, qui modifient notre compréhension de comment se comporte notre insecte. Encore une fois, c'est pas un acier ultra normé, un insecte. Hein. C'est un être vivant, multicellulaire, qui a sa comportement, sa vie, son adaptation. Enfin, c'est très complexe, le vivant. Donc, du coup, donc forcément, ça modifie les plans de l'usine. Ça modifie le process book. Donc, ça modifie l'usine. Donc, ça veut dire que les plans, il faut les reprendre. Et tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la modification. On a commencé à se lancer là, il faut qu'on remodifie, etc. Et ça, on l'a pas fait une fois, on a dû le faire, je pense, pas loin d'une dizaine de fois. Donc rien que ça, déjà, ça crée un bruit, en fait. Ça crée un bruit, déjà, qui est énorme. L'industrie, ça n'aime pas trop le bruit quand on lance enfin, même le bâtiment en général, quoi. Vous allez voir un charpentier, vous lui dites je vais te changer 4 fois la manière dont on va faire le toit pendant que tu es à l'atelier en train de couper. À ce moment-là, toi, tu es toujours à Dole à ce moment-là. Moi, je fais moi, je suis toujours à Dole. Ouais. En fait, je suis pas arrivé sur le projet d'Amiens tout de suite. Je suis arrivé sur le projet d'Amiens un peu plus tard, au moment où il a fallu s'intéresser à la structure informatique et à tout l'automatisme, en fait. Où là, j'ai créé l'équipe qui a créé le système informatique, en fait, de la grosse usine. Donc, c'est toi qui remontes des enseignements de ce qui se passe à Dole. Ouais, moi et la R&D, Et du coup, la personne qui a été recrutée pour travailler sur le design de l'usine, la 10e fois que vous l'appelez et que vous lui dites j'ai encore des nouveaux KPI là, qui vont avoir des conséquences sur le design, j'imagine que ça se passe pas si même ça. Oui, ensuite, c'est pas aussi clair que ça, mais c'est parce que c'est toujours... on travaille tous dans la même équipe, et puis on voit tous tout ce qui se passe, quoi. Mais c'est en fait, réussir à structurer ces échanges-là en même temps que la boîte, elle fait de l'hypercroissance, en même temps que tout ça, c'est... Moi, des fois, j'avais l'impression de me retrouver à l'adolescence quand il y a les os qui sont tout mous et qu'on n'a plus les muscles qui réagissent comme avant, quoi. Il y a vraiment de ça, quoi. Et je pense que l'hypercroissance, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Enfin, pour des startups industrielles, je reviens, j'aurais préféré avoir 3 ans de plus d'adolescence là. L'hypercroissance pour une startup SaaS qui a son product market fit, les playbooks maintenant ils commencent à être assez clairs. Oui, je parle industriel. Ouais. Mais là, ce que tu dis, c'est que faire de l'hypercroissance quand t'as pas un process book qui est suffisamment sec, c'est une recette pour aller dans le mur. C'est ça. Et alors, comment on sait que c'est suffisamment sec quand il y a plein de choses qu'on sait pas c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Enfin... Ça, c'est le principal enseignement que tu partages aujourd'hui. Ouais. Il y a plein de choses que j'aimerais partager là-dessus, mais ça se fait pas forcément en une heure. Mais il y a vraiment ce côté de savoir donner du temps, mais au sens arrêter de penser que parce qu'on injecte plus d'argent, ça va aller plus vite. Ça, c'est vraiment quelque chose, si je pense tous les investisseurs de la planète pouvaient mettre ça dans leur bureau, c'est important. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai eu la question ouais, mais si je te donne 3 fois plus de fonds, qu'est-ce que tu fais demain? Rien de plus. Parce qu'à un moment, il y a besoin de temps, il y a besoin de laisser pousser les insectes, il y a besoin de les voir pousser 10 fois, il y a besoin de... Et là, c'est vraiment l'opérationnel qui parle. De former les équipes sur un métier qui n'existait pas. Voilà. Et en fait, tout ça, ça prend littéralement du temps, mais c'est pas quelque chose... Enfin, avoir besoin de moyens et avoir besoin de temps, c'est vraiment 2 choses qui sont très distinctes. Et ça, je pense que dans l'industrie, c'est beaucoup plus vrai que dans d'autres industries, en fait. Pareil, tester une machine. Tester une machine, tester un morceau de process, c'est 6 mois, 1 an. Enfin, c'est long, en fait. Ça prend du temps, quoi. Et quand on regarde tous les projets industriels, par exemple, une image que j'ai fini par comprendre en réfléchissant à ça, c'était toutes les startups, je sais pas, on prend Instagram, qui s'est développé en 3 ans.
En fait, ce qu'on voit pas, c'est le scale-up industriel qu'il y a derrière, qui sont le scale-up des data centers, qui en a pris 20, quoi. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre dans les startups industrielles. Tesla, ils ne se sont pas faits en 3 ou 5 ans. Hein. En fait, ils ont commencé à faire un scale-up industriel, on va dire, à l'Insect. Et en fait, ils se sont arrêtés, ils sont tout repris à la main. Et finalement, ils se sont développés en 10-15 ans, quoi. Voilà. Quand j'ai vu passer les premières images là, du scale-up de Vercor, de Northvolt, je me suis dit, oh là 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 là. En fait, ce qui a flashé dans ma tête, c'est j'adorerais voir l'état de leur process book entre maintenant et dans 3 mois. C'est ce genre de choses-là. Faut réussir à résister à cette sirène d'aller trop vite parce qu'on commence à avoir un process book qui tient la route, mais qui n'est pas encore industrialisé, quoi. C'est dur à faire. C'est très dur à faire. Et là, il y a une notion d'écosystème, de rôle qu'ont les différents acteurs, de pression qu'ont les VC de la part de leurs propres investisseurs à retourner l'argent en fonction d'un horizon de temps prédéterminé. Est-ce que tu as disséqué toute la chaîne de création de valeur et tout le jeu d'acteurs qui fait qu'on en arrive là et où est-ce qu'il faut agir pour que la prochaine fois, le futur Insect ait 3 ans de plus? Alors, il y a plusieurs points là-dessus, à la réflexion, où je me dis que ça aurait été intéressant qu'on y réfléchisse simplement. Il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de formation aussi, je pense. Sur la gouvernance, pareil, le pôle de gens qui sont formés à la finance et à la rentabilité, dans une gouvernance classique aujourd'hui d'entreprise, en fait, il domine l'entreprise. Le pôle vente, souvent, il est formé à pouvoir bien discuter comme les financiers / Comex Level. Donc, il arrive à se faire entendre. Et quand on arrive aux opérations, en fait, il y a un vrai défaut de représentativité. C'est-à-dire, donc pas ceux qui vendent et ceux qui rentabilisent, mais vraiment ceux qui disent « ça marche ». On est très peu dans la gouvernance. On est très peu. Mécaniquement, on est très peu. Et il y a aussi ce côté de est-ce qu'on... Souvent, c'est des formations scientifiques, etc. Tout ça, on est formé à dire « je sais pas », mais en vrai, je sais pas. Et où on est formé à dire si j'ai pas de fait, je vais pas m'amuser à écrire un BP que je connais pas, tant que j'ai pas de fait. Et alors ça, en formation, je pense qu'il y a des choses à faire pour comment porter la voix des opérations, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup navigué entre vraiment shop floor et Comex, et c'est un grand écart absolu, quoi. Parce que ça marche pas. Il n'y a pas de non mais fais-moi un low case, best case, high case. En fait, soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Puis si tu me fais un high case sur lequel je sais pas faire, feel free, va dans l'usine et puis montre-moi comment on fait. Mais je vais pas te le sortir du chapeau, mon plus 30, plus 40%. Enfin, ça, c'est des vraies questions. Tu l'as dit comme ça? Tu l'as dit comme ça à l'époque? Ce que j'ai pas encore compris, c'est à quel point ces conversations, je le conceptualise beaucoup plus aujourd'hui. Ouais. Je le conceptualise beaucoup plus aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment un côté où... aussi très concrètement, j'avais envie d'y croire, de me dire, ces objectifs-là, on les prend et on y va. Et il faut qu'il y ait ça aussi. Enfin, c'est comme ça qu'on se challenge. Après, réussir à appréhender à quel point on était loin d'une cible atteignable ou pas, à quel point c'était smart, à quel point c'était tout ça, c'est super chaud. Ça, quand on est dans le feu de l'action, quand on est boosté aux hormones par le projet qui avance, qui accélère, etc., on y va, on y croit. Et puis c'est aussi le pari entrepreneurial et de l'innovation. Le côté ça passe ou ça casse, c'est le textbook ce que veut dire l'innovation. Enfin voilà. Mais voilà, il y a ce jeu perpétuel entre ça marche et c'est rentable là, entre les opérations et la finance. Bon, ça se vend. Je considère que si ça se vend pas, ça sert à rien. Mais c'est pas simple. Ça c'est vraiment le côté le plus prégnant, quoi. C'est cette gouvernance qui peut avoir tendance à être un peu trop dominée par des profils financiers. Et je parle vraiment des personnes. Je ne parle pas forcément des institutions qu'elles représentent. On peut tout à fait avoir une industrie au board, mais au board, la personne qui représente l'industrie n'est pas un industriel.
Enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut regarder, quoi. Et pareil, ça fait combien de temps que la personne ait pu retourner dans une usine? Si elle était dans une usine mais pendant ses 20 ans et qu'aujourd'hui elle en a 50 ou 60, à quel point elle a encore la pertinence de se poser les bonnes questions sur est-ce que ça marche, comment ça marche. Enfin, c'est des vraies questions à se poser, quoi. Donc la gouvernance, tu disais, ça c'est un des enseignements, il y en a d'autres? Ouais. Ouais, la gouvernance, c'est un point. L'importance du temps, de la répétition, de la robustesse. Je pense qu'en industrie, on apprend tous les jours, en fait. Et du coup, donner du temps à ce qu'un outil industriel puisse passer par des aléas a une vraie valeur. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas découvertes pendant les 2 premières années, par exemple, du pilote, qu'on a découvert la 3e, parce que finalement, à ce moment-là, on a reçu un batch de nourriture qui avait un problème de champignons, qu'on n'avait jamais eu de problème de champignons, et que du coup, on a découvert comment il fallait faire pour gérer un problème de champignons. Bon, voilà, encore un exemple parfait de je sais pas que je sais pas, quoi. Bon, celui-là, peut-être, je le savais, mais je me disais, on verra quand on verra. Mais voilà, il y a des choses comme ça, il y en a plein. Un autre qui m'avait fait marrer, enfin, pas trop, mais c'était. Il y avait des qualités de surface de tapis en caoutchouc sur lesquels les insectes pouvaient grimper et d'autres non. Bon. Si on a fait le tapis avec ce caoutchouc-là, l'insecte, il monte, il tombe. Si on a fait avec l'autre, il glisse, il reste. Bon. Si on a acheté le tapis, faut changer le tapis. Enfin, c'est des choses comme ça. Bon, c'est passionnant. Hein. Enfin, des anecdotes d'usine, j'en ai des tas, quoi. Mais ça, ouais, je me suis un peu égaré, je crois. Non, tu disais de se donner le temps suffisant pour mener les expérimentations. La gouvernance, le temps, pour affiner le process book. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait à Insect et qui avait vachement bien marché, je trouve. C'était faire passer du temps à tout le monde, quel que soit son niveau dans l'usine. À aller prendre un shift, 2 shifts, 1 semaine, 2 semaines. Il y avait même 2 ingénieurs que j'avais embauchés comme conducteurs de ligne pendant 1 an, avant qu'ils passent ingénieurs. Penser j'allais dire les transfuges de classe, mais en tout cas d'incorporer dans le parcours de tout le monde, jusqu'au comptable, le fait d'avoir été faire tourner l'usine en 3/8 sur le terrain. Genre, comment on peut faire, en fait, pour diffuser à l'intérieur de l'entreprise le savoir-faire, vraiment au sens opérationnel. C'est-à-dire de ne pas juste conceptualiser ce qu'on est en train de faire sur un Excel, mais de l'avoir vécu, pour pouvoir mieux entendre et comprendre quand il y a un opérationnel qui dit « je ne sais pas faire ». Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que ça implique, en fait, ce « je ne sais pas faire ». Un opérationnel qui dit « je ne sais pas », ça veut dire que si on lui demande « j'aimerais bien que tu saches », on se revoit dans 2 ans. C'est pas on se revoit dans 1 semaine quand j'aurai refait un nouvel Excel. Enfin, et concernant la stratégie d'industrialisation, est-ce que il y avait d'autres chemins pour industrialiser moins rapidement? Au-delà des 3 ans supplémentaires sur l'usine de Dole, est-ce qu'il y aurait pu y avoir une industrialisation plus modulaire, sans une gigafactory? Et là, on en arrive aux nouvelles stratégies d'industrialisation pour les startups qui se lancent aujourd'hui. Ou est-ce qu'en fait, sur le secteur des insectes, c'était la seule manière de procéder? En tout cas, je pense que celle qu'on a fait pour Insect, c'était la bonne. Je pense qu'on aurait gagné à faire une étape intermédiaire entre Insight et Amiens, enfin entre Dole et Amiens, très clairement, mais bon, ça c'est facile à dire après que ça soit fait. Le modulaire, faut le réfléchir projet par projet. Je pense pas qu'il y a une réponse unique, dans le sens où il y a une vraie question de l'équipement et du comportement de la matière par rapport à l'équipement. Le changement d'échelle dans l'industrie, c'est incroyable. Je prends un exemple, moi, qui m'avait marqué. C'était,
je prends le verre et je touille son contenu. Bon, dans le verre, je prends n'importe quoi, je touille, ça marche, quoi. Quand on imagine qu'on a un verre qui fait 500 millilitres, il y a littéralement des spécialistes de la touillette qui t'envoient un bottin comme ça, de 500 pages, avec une dizaine de références par page pour sélectionner ta touillette. Est-ce que je fais 500 000 verres avec un bâton, ou est-ce que je fais un de 500 millilitres avec un bottin pour sélectionner juste la touillette qu'il y a dedans ? En fait, il n'y a pas de réponse, quoi. La réponse, c'est oui, peut-être. Ou alors peut-être que c'est un verre qui fait 20 litres, ou peut-être que c'est un verre qui fait 1000 litres. En fait, la réponse, c'est qu'il faut qu'on le fasse, puis qu'on le teste, puis qu'on aille faire des expériences. Et d'ailleurs, il me faut du temps. Enfin, voilà. Et l'industrie, c'est ça absolument partout. Un autre exemple que j'ai, quand on a fait le switch de scale-up, là, c'était l'arrivée de la nourriture sur le site. Donc l'arrivée de la nourriture des insectes sur le site. Quand j'étais à Dole, j'avais un camion qui arrivait par semaine. Je déchargeais les big bags. Il y avait une zone dans laquelle on mettait nos big bags et puis on nourrissait nos insectes avec ça. Il y avait des opérateurs qui venaient chercher. On se débrouillait, pas de problème. Sur Dole, on passe à 44 camions par jour. Et la réponse, c'est qu'il fallait faire une tour de contrôle pour piloter l'arrivée des camions à 200 km. Voilà. Et ce genre de problématique, il faut l'imaginer absolument partout dans l'usine. Donc, réussir à comprendre ça, en fait, c'est des choses qui ne sont pas écrites dans un Excel de BP. Et ça, des fois, c'est quelque chose que je peux voir comme biais dans certains COMEX dans lesquels j'assistais, quoi. C'était la difficulté, en fait, à rendre compte de cette réalité qui est pas qu'on peut pas écrire dans une ligne d'Excel. Ça, c'est un art, quoi. Vraiment, c'est un art. Et réussir à faire ça, ça demande beaucoup de temps, de formation, d'implication, que tout le monde n'a pas forcément le temps de mettre autour de la table parce qu'on a tous des jobs à gérer, quoi. Donc, c'est un sacré challenge, quoi. Et du coup, tu dirais qu'il y a un déficit de maturité, en tout cas à l'époque, de maturité de l'écosystème sur ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a suffisamment d'acteurs qui ont une compréhension intime des enjeux industriels, y compris parmi ceux qui... toi, tu as appris le métier, mais est-ce qu'autour de la table, vous aviez des gens qui l'avaient déjà fait en fait, qui pouvaient dirais vous orienter au mieux, quoi. Je dirais pas maturité, je dirais plutôt vraiment diversité. Vraiment diversité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'avoir des voies de poids, d'écoute, d'influence entre nos opérations, nos finances et nos ventes qui s'équilibrent autour de la table? C'est plus ça la question. C'est pas tellement une question de maturité, parce que évidemment qu'on a besoin de gens qui s'y connaissent en finance, qui savent financer le projet, qui font attention à la rentabilité, etc. Tout ça, on a besoin de plus de maturité là-dessus, quoi. Par contre, est-ce qu'autour de la table, on s'assoit avec des gens qui parlent exactement comme nous, ou avec des gens qui sont pas en train de parler comme nous, c'est-à-dire que où leur intérêt c'est que ça marche, ou leur intérêt c'est que ça se vende, parce qu'ils te font confiance pour que ça soit rentable. Enfin, voilà, c'est plus de ce point de vue-là, je trouve qu'en gouvernance, il y a peut-être des choses un peu à craquer, quoi. Et parmi les protagonistes de cette histoire, il y a aussi, il y a différents types de financeurs. Il y a aussi des financements publics. Ces acteurs-là ont joué un rôle particulier dans l'histoire d'Insect, où ils étaient plutôt soutiens, mais dans le sens où à quel point ils étaient acteurs du leadership d'Insect, ou est-ce qu'ils ont suivi les financeurs, les investisseurs privés Alors, le financement public en tant qu'investisseur, il est toujours co-lead ou suiveur. Enfin, en tout cas, chez nous, ça a été toujours un fonds privé qui était lead avec le public en co-lead à certains tours, il me semble, bien. Mais donc, c'était quand même un de nos investisseurs, enfin, la BPI était quand même un de nos investisseurs principaux depuis le début, très, très clairement. Et j'allais dire, c'était aussi plus qu'un investisseur.
Dans le sens, l'environnement de la BPI, BPI France, c'est une chance hallucinante qu'on a en France quand on veut monter des projets. Hein. C'est super bien structuré, ça répond, ça connecte, à la fois au niveau des financements, mais aussi au niveau du terrain, au niveau des CCI, au niveau de tout l'environnement en fait, administratif français qui nous suit. Quoi. On a été super bien accueillis, reçus, poussés par aussi la direction, c'est la DDPP, pour tout ce qui était le fait de pouvoir avoir l'autorisation d'exercer notre métier. Mmh. Je te pose la question parce que ça, c'est clé. Vous avez aussi été critiqué pour avoir gaspillé de l'argent public. Toi, comment tu le vis a posteriori? Tu te dis, en fait, c'est le rôle aussi de la puissance publique de financer ces innovations à risque à partir du moment où elles ont un impact sociétal positif. C'est un raccourci un peu honteux, je trouve. On a gaspillé de l'argent public. Non, parce que déjà, ça a financé la vie de milliers de personnes pendant 10 ans. Hein. C'est pas de l'argent qu'on a utilisé pour faire, une course de voiture au Sahara, quoi. Derrière, il y a tout un écosystème qui est payé pour des prestations, des machines qui sont achetées, les insecteurs qui sont payés. 400 personnes qui sont payées, qui développent des choses, qui travaillent. En fait, elles travaillent, quoi, donc il faut les payer. Donc oui, les montants sont énormes. Et évidemment, tout le monde aurait souhaité que l'usine, elle tourne et que ça ne soit pas arrêté en décembre, quoi. Mais de là à dire que c'est gâché, c'est faux. C'est de l'argent qui a été investi sur des projets risqués en innovation. Je fais confiance à l'État pour savoir combien on peut risquer sur des projets comme ça. Tu penses que c'est le rôle de l'État de financer C'est le rôle d'un investisseur d'aller chercher de l'argent qu'il peut risquer. On n'investit pas de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Ça, c'est clé. Moi, en tout cas, l'entreprise... l'entreprise a été bien gérée. Après, on a pris des décisions stratégiques qui ne se sont pas révélées bonnes à l'exécution, quoi. C'est la vie d'un projet aussi, de naître, de vivre et de mourir. Je dirais à condition peut-être que les enseignements soient le plus largement partagés et que ceux qui arrivent ensuite... C'est bien pour là que je suis là. puissent s'appuyer sur vos épaules et qu'on augmente les probabilités de réussite des suivantes. Ouais, tout à fait. Puis je pense vraiment que c'est comme ça que fonctionne un environnement d'innovation. Moi, j'ai souvent en tête l'image des forêts, quoi. Quand il y a un arbre qui tombe, même un gros arbre, en fait, ça fait de l'humus et ça repousse dessus. Il y a déjà des nouvelles boîtes qui naissent à partir des ruines d'insectes. Raconte-nous justement comment l'humus d'insectes donne naissance à d'autres projets. Déjà, il y a une partie des anciens insecteurs qui ont repris le pilote de Dole et qui le redéveloppent sur un nouveau BP, alors avec un peu plus d'insectes. C'est plus mono-insectes, il y a plus d'insectes. Voilà. La boîte s'appelle Keprea. Donc ils reprennent ça. Il y a d'autres insecteurs qui ont repris plutôt, qui ont redémarré quelque chose sur la R&D. Parce à la fin, on avait quand même un portefeuille de brevets de une trentaine de familles pour 300 brevets. Donc il y a des vraies avancées scientifiques qui ont été établies et faites grâce à Insect. Hein. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Après, il y a aussi l'emballement médiatique et puis la puissance du clic, on va dire. Mais comment tu l'as vécu, toi, ça? Assez. Je parle des articles à charge, parfois avec un ton assez véhément. En fait, il y a beaucoup de paroles à distance de gens qui connaissent pas bien le projet. Ça me touche pas trop, quoi. Quand on parle de quelque chose qu'on connaît pas, souvent on dit des bêtises, quoi. Est-ce qu'il y a quand même eu quelques articles critiques et très documentés? T'en as lu quelques-uns? Il y a des par rapport à ce que j'ai discuté, quoi, le fait que le projet aille vite, peut-être trop vite, je suis assez d'accord. Il y a pas mal de choses qui sont justes. Le fait que un projet comme ça, c'est compliqué à tenir dans tous les sens, oui. Le fait que
est-ce que la boîte n'était pas aussi peut-être trop jeune par rapport à son ancienneté pour pouvoir tenir des projets de cette taille-là? C'est aussi une question. Enfin, ça, c'est des remarques, mais qui sont vraies pour n'importe quel projet. Hein. Ça, c'est juste. Par exemple, il y a aussi beaucoup qui est sorti sur le fait que la boîte n'avait pas de chiffre d'affaires. C'est incroyable. En fait, c'est comme une boîte pharmaceutique qui travaille pendant 25 ans avant d'être capable de sortir son produit puis d'avoir le chiffre d'affaires. Sauf qu'on sait que ça va lui prendre 25 ans. La différence, c'est ça. Tout à fait. Mais en tout cas, quand on sait que l'accès au marché, c'est d'avoir une usine qui est capable de produire plusieurs milliers de tonnes, en fait, on ne l'avait pas, notre usine. Donc, le pas de chiffre d'affaires significatif, c'est simplement parce qu'on n'a pas notre usine qui tombe, quoi. Rapidement, parce qu'on n'a pas parlé, mais raconte-nous quand même la période 2018-2023. Qu'est-ce qui se passe et toi, comment tu le vis? Quel est ton rôle à ce moment-là? Et est-ce que tu joues un rôle de lanceur d'alerte ou est-ce que tu es pris en fait dans la lessiveuse et tu es assez passif à ce moment-là? Il y a un côté, à un moment. Et à quel moment tu perds complètement espoir aussi? Je pense que perdre espoir, jamais complètement. Non, parce que je pense que on n'est pas entrepreneur si on n'est pas capable de croire à un projet à fond, quoi. Ça c'est clair. Non, avoir conscience des difficultés, je les ai bien. Donc moi, comme je disais, en fait, sur ce projet-là, j'ai pris la structuration en fait de l'usine numérique qui chapeautait l'usine physique. En gros, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'usine 4.0, mais c'était comment on est capable de faire parler l'automatisme avec l'ERP. Donc, en gros, les clients passent une commande, ça réussit à descendre et à remonter jusqu'à toucher l'insecte et à remonter, quoi. Donc ça, c'était un très gros projet d'informatique. Franchement, super équipe. On a vraiment bien bossé là-dessus. On a vraiment sorti quelque chose d'assez incroyable. Pour ceux qui ont visité l'usine, c'était quelque chose... Et ça, par exemple, ça n'aurait pas pu donner un nouveau projet que vous auriez pu développer en standalone pourquoi pas? Si, enfin, je veux dire, tout est possible. Hein. Ça, c'est pas fait, mais tout est possible. Voilà, donc moi j'avais ça, et puis en parallèle de ça, j'ai aussi porté en direct toute la démarche en fait environnementale d'Insect. On a fait pas mal de choses intéressantes, notamment une compta carbone complète en parallèle de la compta financière. On a beaucoup travaillé les ECV, on a beaucoup travaillé aussi tout le côté B Corp. D'ailleurs, on a été labellisé B Corp. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je travaillais aussi à côté, quoi. Et du coup, tu étais assez loin de l'opérationnel sur l'usine d'Amiens et tu t'es pas rendu compte. Alors, moi, je suis parti en 2022. Voilà, j'étais faire des classes de charpentier. J'ai construit un bout de Notre-Dame. C'était ma manière de prendre une respiration, quoi. Donc, je suis parti avant le démarrage de l'usine d'Amiens. C'est-à-dire que quand je suis parti d'Insect, donc c'était fin 2022. Les murs étaient déjà bien avancés, mais il n'y avait pas encore les insectes qui étaient arrivés, par exemple. Okay. Pour recontextualiser. Ouais. Mais donc, tu te rendais pas forcément compte des difficultés t'avais pas le... Si, bien sûr, parce qu'il y a eu tout ce que j'expliquais sur le process book, sur aussi les différents retards qu'on a pu avoir, parce que cette période-là, on s'en souvient, c'est la guerre en Ukraine qui démarre, c'est le Covid, mine de rien, qui tombe plein dans le chantier. On ne savait pas si on allait réussir à continuer de pouvoir construire ou pas. Il y a eu quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que ça complexifie encore plus l'avancée du projet, quoi. Peut-être terminons sur les enseignements. Tu as évoqué donc, le process book, la gouvernance. Quand tu rencontres des entrepreneurs qui créent une start-up industrielle aujourd'hui, tu leur dis quoi? Alors, j'insiste toujours sur le temps. Vraiment, je conseille aussi beaucoup le CEO d'aller faire du yoga ou des choses comme ça pour apprendre à pas aller vite. Accorder de l'importance aux... Tu leur dis quoi? Tu leur dis ça va prendre 15 ans?
Vas-y, si t'es pas prêt pour 15 ans, va faire autre chose. Ouais, alors, ouais. Dit autrement, je pense que je leur apprends à défantasmer l'hypercroissance. C'est-à-dire que c'est... En fait, je pense que faire de l'hypercroissance dans l'industrie, c'est aller moins vite que de pas en faire, paradoxalement. Parce que aller au bon rythme et sans se planter, quoi, ça va beaucoup plus vite que d'essayer d'y aller tout feu tout flamme et de se planter 10 fois, quoi. Ça, je pense que c'est très vrai pour l'industrie, hein. Il y a d'autres industries, c'est autre chose. Mais c'est hockeystick, quoi. Il faut 8, 10, 12 ans avant d'aller chercher l'exponentielle, en fait. En tout cas, ouais. Ou alors dire que c'est une exponentielle avec quelque chose qui ressemble beaucoup à du linéaire au début, quoi. Ouais. En tout cas, ouais, faut aller doucement. Faut vraiment donner de l'impact. Et pourquoi aussi aller doucement? Parce que c'est quelque chose qu'on se rend pas compte, mais c'est que la complexité, elle augmente de façon exponentielle avec le scale. Et il y a aussi le fait que vraiment, on peut changer 10 fois au début de process. À partir du moment où on commence à monter, on crée des dettes techniques. Si on s'est planté, écraser une dette technique pour le refaire, ça coûte à peu près 4 fois le fait de l'avoir acheté. Enfin, là, c'est un chiffre que je sors de mon chapeau, mais c'est vraiment le ressenti que j'en ai eu. C'était à chaque fois que j'ai acheté une machine trop tôt, j'étais obligé de la repayer 4 fois pour l'effacer et la remettre. Parce qu'elle est environnée, parce qu'elle est connectée, parce qu'il y a plein de choses qui se sont créées autour d'elle. Et ça, c'est un peu des coûts cachés, quoi, qui sont très difficiles à estimer, parce qu'encore une fois, on ne sait pas quelle machine on va changer, parce qu'on a appris quelque chose de nouveau. Mais ce genre de subtilité, etc., tout ça, c'est ça que j'essaye de faire passer, en fait. C'est là-dessus que j'amène mon regard en disant voilà, attention, ça sent mauvais, ça je comprends pas. Enfin voilà, c'est ce genre de travail, quoi, mais qui a à faire au plus près du terrain, enfin même sur le terrain. T'as été moins en prise avec les investisseurs et t'en as pas trop parlé, mais Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi à financer la série B où tu n'as pas encore justement ton process book totalement sec, où il y a encore beaucoup de risques, et en même temps, il faut continuer à financer. On dit souvent que c'est la vallée de la mort pour les startups industrielles et qu'on n'a pas les bons instruments financiers en Europe pour financer ces périodes-là. Tu as un regard là-dessus, et est-ce que c'est pas aussi le rôle peut-être de la finance publique de concevoir les bons instruments qui permettent de tenir jusqu'à aller chercher Là, c'est le moment où j'aurais bien passé la parole à Alexis et Antoine pour qu'ils disent, franchement, une interview avec eux. C'est super intéressant d'avoir leur retour en direct. Je pense que c'est le dur du métier d'investisseur. C'est-à-dire d'être capable d'aller chercher cette certitude et cette info. Mais je souligne 4 fois le mot capable. Être un spécialiste d'une industrie en particulier, c'est pas un gros mot. Pas être généraliste quand on est investisseur, c'est pas un gros mot. Parce que c'est complexe, quoi. Enfin, on peut pas simplement en se disant j'ai reconnu un pattern, se dire c'est bon, on y va, quoi. Enfin, l'industrie, c'est pas ça, quoi. Et je pense que la bonne stratégie d'un investisseur qui veut faire de l'industrie, c'est d'être un spécialiste de cette industrie-là. Ça, c'est clair. Et justement, je reviens sur ce côté formation au savoir-faire. C'est-à-dire, je disais un peu prosaïquement, c'est pas parce qu'on a acheté une voiture qu'on sait la construire, quoi. Et c'est dur des fois de pas tomber dans cette illusion-là, de se dire, vu que j'ai acheté une boîte, je sais faire ce qu'elle fait. Enfin... Et ils existent, ces investisseurs en France je parle vraiment sur la série B, au moment où il faut faire un pari là, c'est vraiment, conséquent. Là, c'est vraiment personne par personne, quoi. Ouais. En tout cas, je pense qu'avoir en tout cas, dans ton board, avoir des spécialistes de ton industrie dans ton board, c'est un vrai plus. Et les spécialistes au sens, je m'intéresse à ça, je respire ça. Moi, j'aurais adoré avoir un entomologue investisseur. Non, mais vraiment.
Bon, et on arrive sur la fin. Tu as d'autres enseignements à partager? Qu'est-ce que je peux raconter? Bah, un truc dont je suis très fier, titre personnel de l'aventure d'Insect, c'est la communauté des Insecteurs. Enfin, vraiment l'équipe, quoi. L'équipe est vraiment géniale. Continue de se voir. Les gens revenaient au pot de départ de leurs collègues 4, 5, 6 ans à être prêts à être partis de la boîte. Je pense que c'est très important et qu'il y a vraiment un côté aventure humaine qui restera quoi qu'il arrive. Hein, qui est vraiment chouette dans l'entrepreneuriat, particulièrement chez Insect. Ouais. Et qui contribue à SME dans d'autres projets, comme tu l'as évoqué. Il y a d'autres startups qui ont été créées. Ouais, c'est ça. Puis c'est assez courant d'avoir aussi des retours d'anciens, quoi, en mode bon, j'ai trouvé une nouvelle boîte, mais bon, Insect me manque. C'était sympa, il y avait une énergie, il y avait une niaque aussi d'y aller. Et ça, je pense que voilà, on peut être fier d'y avoir été et d'y avoir été à fond, quoi. Après, c'est pas passé, mais ça aurait pu. Et voilà, c'est vraiment ce que je dis aux autres collègues de l'industrie qui sont encore debout. Voilà, profitez de vos équipes et n'hésitez pas à prendre du temps. Merci pour cet échange. Avec plaisir, merci.